Un peu partout sur le continent, les questions liées aux élections ou à la gouvernance mettent très souvent en opposition les dirigeants politiques de l'Afrique du Sud, où l'ex-président Thabo Mbeki a accusé du moins son parti, l'ANC, d'être un parti de noirs, à la Mauritanie, où la question du départ ou non du président Mohamed Ould Abdelaziz crée des tensions, en passant par le Sénégal ou encore le Bénin, où des opposants ont souvent maille à partie avec la justice. La litanie de reproches faite à tous les systèmes de gouvernance et aussi à la façon de faire la démocratie pose problème. Le modèle français, très souvent appliqué avec une dose de tropicalisation dans ses ex-colonies, tandis que le mode de gouvernance diffère quelque peu dans les pays anglophones du continent. Quel est le modèle le plus sûr pour aller au développement sur le continent africain? Quels sont les enjeux aujourd'hui qui attendent les gouvernants, mais aussi les populations? Sont-ils assez informés sur ces enjeux-là? Et que faire pour y faire face? Afrique, processus de démocratisation, force et faiblesse. Quelles solutions face aux défis? C'est le thème de cette émission qui sera consacrée aux questions de gouvernance et de développement en Afrique. À toutes et à tous, bonjour et merci de nous retrouver. Place au débat, ce sera juste après ceci. Et sur ce plateau, aujourd'hui, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique, un plaisir de vous avoir. Face à vous, Élisée Belabella Diovi, bonjour. Bonjour, Johannes Toanou. Vous êtes journaliste internationaliste, vous êtes également écrivain, messieurs. C'est un thème assez vaste, on va le dire comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, en Afrique, la gouvernance est un mode, je dirais, conseillé pour le développement? Quel est le mode de gouvernance le plus approprié pour le développement aujourd'hui en Afrique? Lamine Cissé. Merci beaucoup. Je crois que, comme vous l'avez si bien dit, le thème est très vaste, mais votre question, elle est aussi vaste en réponse, d'autant plus que quand on parle de mode de gouvernance lié à l'Afrique surtout, nous ne pouvons pas occulter, n'est-ce pas, les spécificités. D'autant plus que après la colonisation, évidemment, nous avons des modes de gouvernance des États, ce que nous appelons des États néocoloniaux, des États que nos colonisateurs nous ont amenés. Je n'ai pas dit qu'ils nous ont imposés. Sinon, je peux dire qu'ils nous ont imposés, d'autant plus qu'ils ont trouvé des royaumes, des empires qui étaient en évolution. Donc, nous avons été détournés de nos repères qui sont fortement liés à nos spécificités socio-culturelles, à nos comportements et à nos besoins locaux, du moins. Maintenant, ce système de démocratisation, elle est aussi spécifique selon les pays, parce que le mode de démocratisation en Afrique est aussi lié au contexte historique de chaque pays. C'est pourquoi il est très difficile. Mais vous avez fait cas dans votre introduction sur j'ai l'impression, sur 2 blocs ou 3 blocs. Le bloc anglophone, le bloc francophone, on peut dire même le bloc lusophone. Donc tous ces blocs, les maîtres qui nous gouvernaient ont laissé leur empreinte. Maintenant, je crois que la meilleure façon de gouverner l'Afrique est d'aller vers le développement. Il faut une démocratisation d'une plurielle, mais qui conduise le peuple vers le développement. C'est-à-dire qu'une démocratie qui prenne en compte les facteurs endogènes de chaque pays. Voilà. Et bien, la Diovi, on a l'impression que le mode de gouvernance diffère selon que l'on soit un pays issu d'une colonisation francophone à un autre issu d'une colonisation anglophone ou lusophone. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette disparité-là, cette différence-là, selon vous? Mais vous savez que à travers une langue, c'est une culture, et donc cette culture impacte la politique également. Et lorsque vous parlez aujourd'hui de plus de 20 ans après la démocratisation en Afrique, on peut dire que c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que on est allé en démocratie, encore qu'il faut parler des démocraties, sans que ce ne soit de notre volonté. De la même manière qu'on est venu nous imposer l'esclavage, ensuite la colonisation, et aujourd'hui on peut parler même d'un néocolonialisme, on a vu que au fur et à mesure qu'on s'éveillait par rapport à l'exploitation de l'homme par l'homme, pour parler comme les révolutionnaires,
on a été amené à chaque fois à réadapter les choses pour que nous ne nous révoltons pas. Aujourd'hui, on est également à une démocratie, mais au même moment, on se dit la manière dont l'Afrique était exploitée, il faut revoir les choses pour que ça aille mieux, parce que si on ne parle pas aujourd'hui de partenariat d'égal à égal, de partenariat gagnant-gagnant, ça ne pourrait pas marcher, parce qu'on a quand même aujourd'hui en Afrique une certaine élite et qui réfléchit, qui peut faire de la géostratégie, et donc tout cela amène les autres qui ont une projection sur l'avenir à penser les choses presque à notre place, parce que vous savez très bien qu'avant qu'on ait cette colonisation, on avait des empires, on avait des structures étatiques bien en place dans chacune de nos régions. Vous voyez, et on n'a pas attendu que le colonisateur vienne pour avoir la défense, la sécurité, la diplomatie, tout cela. Dans nos empires, il y avait tout cela avant que le blanc ne vienne. Et le blanc, ce qui nous amène, les occidentaux, ce qui nous ont amenés, c'est juste pour permettre à ce qu'ils mettent le grappin sur nos ressources et que nous servions de pourvoyeurs de matières premières, qu'en retour, que les produits manufacturés soient déversés sur notre marché. Et on a même cherché à nous décimer. Mais malheureusement, ça n'a pas marché, puisque ce n'est pas une région qui a créé la terre, c'est Dieu qui a créé sa terre, et donc chaque peuple a son destin. Et donc, pour revenir plus spécifiquement à ce qui nous est imposé, c'est-à-dire la démocratie que nous gérons depuis une vingtaine d'années, naturellement que d'abord, quand on parle de démocratie, il y a plusieurs théories qui s'entrechoquent. Plusieurs théories qui s'entrechoquent. Des gens vont parler de la démocratie procédurale, qui serait par exemple liée à comment les élections sont organisées, mais aussi comment les libertés sont respectées. Mais d'autres parleraient également de la démocratie substantielle pour dire qu'est-ce que vaut des libertés publiques, des libertés politiques, si on ne peut pas nourrir le peuple. Donc il y a un choc déjà, même au niveau des concepts, par rapport à la question de la démocratie, encore que on ne peut pas parler de démocratie sans voir le passé de chaque région et même de chaque pays. Quand on parle de démocratie en Afrique occidentale, notamment avec les pays francophones, c'est pas la même chose. Si on se retrouve en Afrique centrale, et déjà, si vous regardez bien, vous allez voir, si nous prenons ces deux régions, en Afrique occidentale, les choses sont allées un peu plus vite, mais en Afrique centrale, vous allez voir qu'on a essayé d'entretenir des régimes quasi dictatoriaux et que ça n'a gêné presque personne. Mais quand vous allez en Afrique australe, vous allez voir qu'il y a eu le système vraiment de racisme qui s'est ancré et qu'aujourd'hui, il y a une certaine évolution. Et donc, en fait, on ne peut pas parler de démocratie, mais il y a des démocraties. Et même ceux qui sont venus nous donner des leçons, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France et les autres, on constate très bien qu'on a même des monarchies chez eux et que ce qu'ils appellent la démocratie, c'est parfois même des fois une démocratie de substitution. Puisque si vous prenez les États-Unis, c'est vrai que tout le monde va voter, mais en fin de compte, il y a des grands électeurs qui vont décider de ce qui sera ou de qui sera le président de la République. Ça voudra dire qu'on a l'impression que les gens estiment qu'ils sont tellement évolués que tout le peuple ne peut pas décider. Il faut de grands électeurs qui décident. Vous pouvez démultiplier les exemples. En fait, nous sommes dans un système qu'on nous a imposé. Pour que nous retrouvons nos repères, il faudrait que nous nous asseyions et que nous mettions en place un système, une architecture politico-administrative qui réponde à nos réalités, parce que l'Afrique n'est pas sortie du néant. D'ailleurs, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Voilà. Lamine Cissé, est-ce qu'aujourd'hui, le développement est-il possible avec nos formats de gouvernance actuels dans nos pays africains? Ça serait très difficile. Parce qu'en fait, actuel, vous avez dit actuel. Dans le processus, je suis optimiste. Mais actuellement, nous avons des gouvernants qui s'appuient sur le support de la démocratie pour mener des actions dont le peuple n'est pas associé. Mais pour la plupart d'entre eux, ils présentent souvent des chiffres excellents. C'est-à-dire, en fait, je pense que nous ne sommes pas encore libérés. Vous savez, il faut décoloniser l'Afrique totalement. Nous ne sommes pas encore libérés, d'autant plus que nos ressources naturelles sont dans la main
de système impérialiste qui contrôle. Nos ressources naturelles ne nourrissent pas nos peuples. Maintenant, quand vous êtes en train de cartographier, prenons par exemple l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, nous avons eu, n'est-ce pas, une colonisation française qui assimilait les populations pour réfléchir en matière de français. Quand vous prenez les pays francophones et anglophones, ils sont beaucoup plus libres. Mais le processus de démocratisation est en cours. C'est en cours, mais ce processus de démocratisation, le peuple n'est pas porteur de ce processus de démocratisation. Ce sont plutôt les dirigeants qui portent. C'est élitique, ce qu'on appelle élitique. C'est eux qui manipulent les lois, qui contrôlent les institutions de la République et qui dictent leurs lois. Le peuple n'est pas consulté, le peuple ne sait même pas quand il va voter, pourquoi il vote pour Johannes ou bien pour mon co-débatteur, mon frère. Parce que tout simplement, il vote par affinité. Donc ce système de démocratisation est à l'occidental, mais elle n'est pas suffisamment ancrée. Alors c'est pourquoi je dis, même un parti unique dans un pays peut être le parti le plus démocratique. Il ne suffit pas d'avoir le multipartisme intégral comme on le voit partout en Afrique. On dit, bon, pour être démocratique, il faut ouvrir le multipartisme et laisser tout le monde parler, mais une minorité décider. C'est pas ça la démocratie. Alors ce système-là, là où le peuple ne contrôle pas l'action gouvernementale, où le Parlement est soumis aux ordres du président de la République, où la justice est à genoux, on ne peut pas aller vers le développement. Parce qu'en fait, ce n'est pas un homme qui fait le développement, c'est le peuple qui fait son propre développement. Et ce développement doit être conforme à l'aspiration fondamentale de cette population-là. Et nous ne sommes pas dans ce contexte actuel. Mais c'est un processus. Pourquoi je dis c'est un processus? Parce que le peuple est en éveil. Les consciences des populations étant dans le processus d'éveil. Cette jeunesse formée, qui est dans la rue, qui n'a pas d'emploi, cette jeunesse se pose la question, pourquoi je souffre? Alors chaque année, c'est des centaines de milliers de jeunes diplômés qu'on met dans la rue et qui ne trouvent pas de travail. Donc aujourd'hui, l'heure est à l'éveil des consciences et que cette dynamique, cette tendance va se renverser. Je crois dans 10, 15, 20 ans, le président qui sera en Afrique sera un président pour le développement. Sinon, on le mettra dehors parce que c'est le peuple qui aura le pouvoir. Alors, aujourd'hui, on a parfois l'impression, Élisée et Bella-Bella-Diovi, que des lois sont émises plutôt contre des adversaires politiques plutôt que pour le développement. Est-ce que c'est un format qui est, je dirais, généralisé sur le continent ou c'est un format qui répond aussi au mode de démocratie que chaque pays africain a hérité de son colon, on va le dire comme ça? Oui, c'est le mot même de démocratie qui est une imposture. Ça va vous surprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, la démocratie existait déjà d'une certaine manière sur nos terres. Mais quand vous regardez comment la Révolution française s'est effectuée, quand vous voyez comment la monarchie a été déstabilisée, vous savez très bien que c'est des cercles fermés qui ont organisé un putsch pour installer ce qu'ils veulent et qui permet en fait aux multinationales de réjamber tout. Et pour que le peuple, contrairement à ce qu'on pense, la démocratie ne permet pas tant que ça, que le peuple soit aussi libre. Parce qu'en fait, il y a on fait semblant d'organiser des élections, mais c'est l'élite qui se retrouve au niveau central qui organise tout. Et quand vous regardez aujourd'hui, de la part du peuple, il y a une certaine prise de conscience. Parce que je donne un exemple. Quand vous voyez comment le président Donald Trump est venu au pouvoir, au niveau de l'élite, il était complètement vomi. Mais le peuple américain s'est senti en lui, a trouvé que voilà quelqu'un qui comprend nos aspirations. Et vous avez vu que même le pays qui, pour nous, en tant que pays francophone, constitue pour l'élite un modèle, la France, vous avez vu comment Emmanuel Macron est venu et que les partis politiques ont failli. Parce que son arrivée, c'est la preuve que les partis politiques traditionnels ont failli. Ce qui voudra dire quoi? Que vous parlez de démocratie, que vous parlez de monarchie, de ceci, cela, c'est vrai, on a besoin d'une certaine liberté, mais il n'y a jamais eu de liberté totale sur la terre. Je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des règles qui sont bien érigées et que ces règles permettent à ce que n'importe qui ne fasse pas n'importe quoi. Parce que si
avant, il y avait la loi de la jungle et que les hommes ont décidé alors de se mettre ensemble et de trouver un leader qui soit un leader éclairé pour les conduire, c'est qu'ils savent très bien que la liberté totale ne donne aucun résultat. Et le problème de l'Afrique, c'est ce pluralisme intégral, en réalité, qui ne répond pas à nos spécificités. Parce qu'il ne s'agit pas simplement que tout le monde ait le droit de faire tout ce qu'il veut. Et concrètement, qu'est-ce qui arrive? Ceux qui nous ont amené cette démocratie, les Occidentaux, ils savent très bien que ça leur permet d'opposer les fils du même pays, des gens qu'ils ont exploités jusque-là, et qu'on peut appeler un chef d'État africain pour dire, bon, viens à Paris, viens à Washington, viens à Berlin, viens à... Et on lui dit, mais tu vois, si tu ne nous donnes pas telle chose, de toutes les manières, tes opposants, on va les inviter la semaine prochaine. Et si tu n'accordes pas ça, on va amener un soulèvement populaire. Et tu vas partir. Ce qui fait qu'ils tiennent à la fois et celui qui est au pouvoir et son opposition. Et dans ce jeu-là, ils s'en sortent. Donc, à un moment donné, tu as beau être le président le plus démocrate, en tout cas le président qui est le plus patriote, c'est le mot que je cherchais, mais à un moment donné, face à la réalité, soit tu fais quelque chose et on te pousse dehors, comme on a fait avec les Thomas Sankara, les Sékou Touré, malgré tout ce qu'on peut dire d'eux, et on peut multiplier les exemples, les Bourguiba et autres, ou bien alors tu fais le jeu et toi-même tu es bien corrompu, et là tu es bien considéré, comme tous les présidents que nous avons sur le continent, je ne veux pas donner de nom, et qu'on sait très bien qu'ils ne gèrent pas leur pays selon le modèle démocratique, du moins tel qu'on nous dit dans les livres, mais qui sont adulés parce qu'on estime qu'ils font du saupoudrage et qu'il y a quelques routes, quelques ceci, quelques cela, et que, bon, avec ça, c'est bon. Donc, on voit, les chiffres sont gonflés, on dit on est à une économie à 2 chiffres, mais le panier de la ménagère donne tout à fait autre résultat. Donc, cela pose un véritable problème. Mais il faut savoir que c'est les colons qui ont installé cela et que lorsqu'on parle de programme d'ajustement structurel, c'est un système pour davantage nous appauvrir. Puisqu'on vous dit, on veut vous faire un prêt. Mais en réalité, le prêt, là, on dit, il faut aller au FMI, tout ça. Et l'argent qu'on vous donne par les projets qu'on amène et qu'on dit, c'est nous qui devons envoyer les experts, tout cela, tout l'argent retourne en Occident. Et maintenant, ça y est, vous payez près du double ou triple de ce que vous avez fait comme prêt. Mais comment vous pouvez sortir de ce cercle infernal? Donc la démocratie, oui, bon, on ne peut pas dire qu'on ne veut pas, mais en fait, c'est un système dangereux, sous la forme occidentale du terme. Donc, mais si nous voulons parler de démocratie, de telle sorte que le peuple puisse parler, oui, le peuple peut parler. Et mon co-débatteur Lamine Cissé le disait tout à l'heure, même dans des pays aujourd'hui, si on va mettre en place un système qui réponde à nos réalités, c'est qu'en fait, on peut avoir un seul parti. Mais dans ce seul parti, tout le monde a le droit de dire vraiment, monsieur le président, tel que vous êtes en train de vous, monsieur le roi, parce que ça peut être le roi, tel que vous êtes en train de diriger là, il y a cet aspect-là. Nous pensons que ça ne va pas. Si vous faites comme ça serait bien. Parce que Jacques Chirac disait que l'Afrique n'était pas mûre pour la démocratie. Il n'a pas complètement raison, mais il n'a pas complètement tort. Parce que pour faire la démocratie telle que les gens nous disent là, il faudrait qu'on atteigne un certain niveau de développement. Et l'autre dirait que s'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Voilà. Mais non, je voudrais rebondir parce qu'en fait, la démocratie est universelle. C'est le système. C'est le système de démocratisation qui diffère. Mais la démocratie en tant que telle est liée à la liberté de l'homme. Et Dieu, qui a créé le monde, a donné à l'homme sa liberté de pensée, de réflexion, tout en éclairant l'homme en lui disant, voilà la direction, il lui a donné librement de faire son choix. Donc la démocratie est universelle. Ce que nous pouvons dire est que si nous parlons comme ça, c'est parce que tout simplement, cette démocratie est faite dans la langue des autres qui nous ont amené cette démocratie-là. Le moment viendra où les 80-90% des populations parleront anglais, français. En ce moment, la démocratie serait populaire. Mais pour le moment, elle n'est pas encore populaire. Elle est élitiste. C'est une démocratie élitiste. Donc voilà, c'est la convention qui permet à la minorité de gouverner et de dicter sa loi au peuple. Et tant que cela se fasse comme ça, c'est pourquoi nous voyons
Au Niger, on emprisonne les opposants. Au Bénin, il y a des lois qui se créent, on emprisonne. Au Sénégal, c'est pareil. Vous voyez, surtout dans l'Afrique francophone, n'est-ce pas? C'est l'instrumentalisation des institutions à des fins politiciennes. Et là, le développement d'une nation ne peut pas se baser sur ces fondamentaux-là. Le développement d'une nation peut se baser que sur les compétences nationales, sur les populations. Moi, si, par exemple, un président vient au pouvoir et qu'il comprenne que lui, il a été élu par la minorité. Parce qu'en fait, on a dit si vous avez 50%, 51% des populations, vous êtes président de la République. Et les autres 50% n'ont pas voté pour vous. Et ceux qui n'ont pas voté du tout, n'ont pas voté pour vous. Donc c'est la grande majorité des populations qui n'ont pas voté pour vous. Quand vous venez au pouvoir, la première chose, c'est de réunir toutes les compétences autour d'un projet de développement. Le seul leitmotiv doit être le pays. Mais il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes qui nous tiennent. Vous savez, il faut qu'on se libère. Il faut que l'Afrique soit totalement décolonisée. Il faut que notre politique de développement et notre politique, c'est-à-dire notre stratégie politique, soit une stratégie politique soit bâtie sur nos valeurs. Vous savez, vous avez dit quelque chose qui est très important. Quand vous faites allusion à l'histoire, moi je fais allusion tout simplement à la charte du Manding, qui a dépassé la Déclaration universelle des droits de l'homme de 450 ans. C'était l'empire du Manding. C'est le peuple de différentes diversités qui se sont réunies pour dire, à cette époque, Tombouctou était lumière, le Nord était développé, etc. Donc, même à Abomey ici, l'organisation du roi Béhanzin, l'armée, tout ça là, c'est structuré. C'est structuré. Donc l'Afrique avançait dans ses repères. Mais maintenant, nous sommes dans un processus où c'est mondialisé. Mais il faut l'adaptation selon les contextes. Et maintenant, les critères de définition de chaque pays, c'est le contexte socio-historique de chaque pays. Il a tout à l'heure parlé de l'Afrique du Sud, on y viendra. Mais chaque pays, vous le prenez spécifiquement, il a son contexte et il a une solution spécifique. Maintenant, il faut dans cette pluralité que les dirigeants en Afrique, à partir de l'Union africaine, etc., que les gens s'assoient pour dire, pour aller vers le développement, il faut qu'il y ait d'abord la libération économique de l'Afrique. Parce que, vous savez, une démocratie dans la pauvreté ne peut pas avancer. Et ce qui se passe aujourd'hui, nos dirigeants, ils affament le peuple. Et puis, ils viennent avec l'achat des consciences, avec des miettes. C'est comme si tu affames un lion et tu lui laisses des morceaux de viande. Il va courir vers toi. C'est ce qui se passe en Afrique. C'est comme si le coq, chaque matin, tu ouvres la basse-cour, tu lances les graines, il court derrière toi. C'est cette sorte de démocratie qui se passe en Afrique. C'est pourquoi je dis, et je répète, on viendra vers les solutions, mais aujourd'hui, le diagnostic n'est pas bon. Ce n'est pas cette démocratie qui va amener l'Afrique vers le développement. Alors, il y a, je dirais, un pan de votre analyse qui m'interpelle. C'est souvent que vous parliez de chiffres parfois excellents pour des régimes sur le continent, notamment le régime ivoirien, notamment le régime sénégalais, où on parle de croissance, où on avance des chiffres, mais on a l'impression, quand on va dans ces pays-là, ou quand on questionne les populations de ces pays-là, que visiblement, les chiffres dont se targuent les dirigeants ne sont pas ressentis dans le panier de la ménagère. Est-ce à dire que c'est le problème aussi de démocratisation qui empêche le peuple de tirer des mannes, donc de ces chiffres-là que les gouvernants avancent comme, je dirais, trophée de guerre? Mais vous savez très bien que le système politique dont nous avons hérité vise une imbécilisation de la masse. Et donc, quand un dirigeant vient, plus il peut s'allier à l'ex-colonisateur, donc plus il peut être traître, mieux c'est. Et donc, les institutions internationales sont là pour l'aider à arrondir les angles et à donner des chiffres mirobolants. Vous savez très bien, moi je ne veux pas aller dans les détails, mais on sait très bien qu'il y a possibilité par les machines de gonfler les chiffres. Et que donc vous pouvez avoir, je donne un exemple, je ne donne pas de choix, mais je donne un exemple, vous pouvez avoir un taux d'endettement par exemple de 60 ou 70%, mais pourtant avec nos grands techniciens, économistes, statisticiens et tout le reste,
et ensemble avec nos grandes institutions internationales, FMI, Banque mondiale et tout le reste, on peut vous fabriquer un taux d'endettement, au lieu que ce soit 60 ou 70%, on vous amène peut-être à 20% ou 30%, je ne sais pas, et ça prouve que vous pouvez vous endetter davantage. Mais au même moment, quand on n'est pas d'accord avec un régime, et donc que ce régime ne permet pas qu'on pille les ressources de son pays, on peut dire que lui, il est déjà à 70 et tout le reste. En fait, les histoires de taux, d'inflation, de tout le reste, vous allez voir que souvent, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine et autres, c'est beaucoup plus criard quand on a affaire à un régime qui est têtu, c'est-à-dire qui ne veut pas être vassalisé aux puissances occidentales. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ce qui fait que, si vous décidez de faire des prêts de milliards pour construire des routes, c'est vrai, la route, ça permet de développer les régions, ça permet de faire écouler les produits, tout cela. Mais si au même moment, au niveau de la vie du quotidien, de la vie au quotidien des populations. Comment faire en sorte que la femme puisse avoir, ne serait-ce que de maigres revenus, je prends des trucs de microfinance, par exemple, pour développer des activités. Si vous ne faites pas ces choses et que vous construisez de grands buildings, vous avez de grandes routes, tout cela, et que le peuple à la base n'a pas les moyens et qu'une minorité s'accapare de la richesse nationale, c'est dangereux. Et un jour, le peuple fatigué peut se lever et dire assez. Parce qu'il faut savoir que dans la plupart de nos pays en Afrique, l'élite, c'est à peine 15 ou 20%. Et les gens font ce qu'ils veulent, que ce soit dans le gouvernement, le parlement, tout cela. Et les uns et les autres se tiennent. Et sous le couvert de mouvance opposition, beaucoup de trafics se font. Mais quand c'est un système comme ça, ce n'est pas l'intérêt national qui est mis en avant. Et si nous avons le problème que nous gérons aujourd'hui dans nos pays, c'est parce que, justement, dans les années 90, les conférences nationales ont été juste des procès contre les régimes taxés de dictatoriaux, encore que nous savons très bien que si ces régimes sont tombés pour la plupart, c'est parce qu'il y avait des dirigeants qui étaient irrespectueux et qui, entre griffes, et qui ne voulaient pas rester sur la ligne tracée par les anciennes puissances coloniales. Et donc, ceux qu'on a amenés, ceux qui sont venus, nos parents qui sont venus de l'étranger aux différentes conférences nationales, l'objectif, c'est de dire qu'il faut balayer tout, il faut jeter l'eau de bain et le bébé, tout cela. Je prends un cas que je connais bien, comme le Bénin, et d'autres, les exemples sont légion sur le continent. Mais la révolution... ça a apporté beaucoup de choses. En termes de sécurité, tu ne peux pas rentrer dans un quartier au Bénin avant sans qu'on ne sache c'est telle personne, il est venu de tel lieu et c'est telle autre chose. Et malgré tout ce qu'on disait, si vous regardez, il y avait un sentiment patriotique qui était développé, même si au sommet, il y a eu à des moments donnés ce que vous avez constaté comme des impairs. Donc maintenant, il faut préserver les acquis. Il y a eu, quand je prends un pays comme le Bénin, il n'y a jamais eu de période, en dehors de la période révolutionnaire, où le sentiment patriotique, le sentiment de se sentir béninois du nord au sud, de l'est à l'ouest, a été vraiment entretenu et renforcé. Mais également, c'est la seule période où on a compris que du primaire jusqu'au secondaire, il fallait en dehors des activités académiques, avoir du champ, que les enfants, la coopérative, tout cela était développé. Mais les gens sont venus de l'extérieur et ils ont dit, bon, démocratie, c'est des gens qui se sont embourgeoisés à l'étranger et qui ont dit, ben, il faut balayer tout cela. Ils sont venus et avec de gros mots, des milliards, tout ça, on a vu comment nos ressources ont été pillées. Donc, il fallait préserver l'existant et maintenant améliorer ce qui ne va pas. Et c'est ce que les autres font. Mais nous, chaque fois qu'on nous amène quelque chose de nouveau, bon, on prend cela sans faire le bilan, sans projeter, sans rien faire. Encore que là également, comment cela a été géré dans les pays francophones, ce n'est pas la même chose que les pays anglophones, ce n'est pas la même chose que les pays lusophones. Mais c'est de façon globale, c'est bien dommage. Nous avons un système qu'il faut revoir. Il faut s'asseoir. Je ne sais pas s'il faut de nouvelles conférences nationales, mais il va falloir s'asseoir et discuter. Cette démocratie qui amène une pluralité de nombres et que chacun peut dire ce qu'il veut et au même moment, le peuple est là, souffre et a des problèmes réels.
Et il faut faire en sorte que les gens puissent se nourrir, et il faut faire en sorte que les gens puissent se soigner, et il faut faire en sorte que les gens aient un logement, et il faut faire en sorte que les gens puissent envoyer leurs enfants à l'école, parce que si vous instruisez, si vous avez une jeunesse instruite, c'est une jeunesse qui peut faire le développement. On n'est pas là aujourd'hui. Nos anciens ont eu beaucoup de facilités dans le passé. Ces facilités n'existent plus. Notre génération, c'est une génération sacrifiée, mais il semble que c'est encore mieux. Mais nous avons le devoir de travailler à ce que la postérité ne soit pas décimée. Et c'est cela. Il faut revoir le système. Il faut que plus de 50 ans d'indépendance, que nous puissions nous lever. Et nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons des ensembles sous-régionaux. Il faut que nous développons des projets intégrateurs. Il faut que l'Union africaine ait un véritable contenu et que les pères fondateurs, ils ont eu l'idée, ils ont lancé les jalons. Il faut que maintenant que nos dirigeants prennent les choses à bras le corps. De toutes les manières, si ce n'est pas fait de cette manière, il y aura une révolution qui va venir de la base. Voilà. Alors, on va y aller au cas par cas parce qu'il y a forcément des cas qui sont plus probants que d'autres. Je prends par exemple le cas du Ghana. Avec vous, Lamine Cissé, on a vu le processus de démocratisation, comme on l'appelle. Aujourd'hui, on est toujours en démocratie, mais on a l'impression que ça se passe plutôt bien et qu'il y a je dirais, une relative alternance régulière à la tête de l'État entre des partis qui étaient autrefois de l'opposition, qui deviennent des partis du pouvoir. Aujourd'hui, le président qui dirige le pays a opté pour l'abandon de toutes les mesures financières, notamment des prêts des institutions de Bretton Woods. Est-ce que c'est une stratégie qui peut être copiée par les autres pays, ou bien chaque pays doit trouver en son sein ou dans son intelligentsia la façon d'asseoir son processus propre de démocratisation et pourquoi pas aller au développement? Oui, vous savez, aucun État ne peut vivre seul sans la coopération. Mais le Ghana est aussi une spécificité. Hein. Le Ghana, on a vu, c'est Rawlings qui a, avec son coup d'État, sa révolution. Et il a pu éveiller la conscience du peuple ghanéen. Parce que j'étais au Ghana pendant plus de 10 ans avec la révolution de Rawlings que j'ai suivi de très près. D'ailleurs, il est dans mon livre, dans mon roman. Rawlings est un modèle de dirigeant qui a amené le peuple à avoir confiance en soi. Parce qu'il faut que le peuple arrive à reconnaître que j'ai été esclave, mais je ne suis plus esclave, je suis libre. Je peux, moi, faire ce que les autres font. Alors donc, ce fondement-là, cette fondation qui a été construite par Rawlings a permis au Ghana d'aller vers la démocratisation, parce que c'est Rawlings également, avec son équipe, qui ont conduit le système de démocratisation au Ghana. Et le peuple a dit la démocratie, il a appelé tout le monde, vous voulez la démocratie, oui, allez-y, me proposez quelque chose. Ils lui ont proposé, il dit, vous êtes tous d'accord là-dessus, il dit, je ne vais pas changer de virgule. Mais celui qui ne respecte pas ça, je serai le premier à être le gardien de ce qui est passé. La première élection au Ghana, c'est eux qui ont amené les urnes transparentes là. Mais dès le premier tour, il est passé dès le premier tour, et c'est l'opposition qui a appelé Ghana pour Rawlings pour le féliciter. Depuis ce jour-là, c'est ce processus-là qui est en cours. Je vous dis, dans les autres pays où il y a tergiversation, il y a beaucoup, l'opposition se plaint. C'est parce que le pouvoir central est minoritaire. Quand on est minoritaire dans le pays, et quand on n'est pas suffisamment patriote, ou bien quand on a des casseroles qui traînent derrière, on a peur, après moi, on a peur de cela, on ne va pas vers la démocratisation, on va vers la dictature. Et c'est pourquoi le modèle ghanéen, comme vous l'avez dit, je suis sûr que le président qui est actuellement là est un patriote. Vous voyez, son discours est différent du discours des autres chefs d'État. Vous avez vu quand il a rencontré Macron à Dakar, ce qu'il a dit. Et quand Macron est venu au Ghana, ce qu'il lui a dit, que nous sommes fiers. Nous pouvons nous changer. On n'a pas besoin qu'on vienne nous aider financièrement. Nous avons les fondamentaux qui nous permettent d'aller en avant. Je crois que c'est un déclic. Il y a un autre modèle, par exemple, le modèle sud-africain. Aujourd'hui, il semble être à la croisée des chemins. Il y a plusieurs personnalités de premier plan qui critiquent la gouvernance de l'ANC, le parti auquel
ils ont appartenu à un parti pour lequel ils ont milité, la plupart. Aujourd'hui, on a l'ancien président Thabo Mbeki qui dit que l'ANC est un parti de noirs. Et c'est des propos extrêmement forts pour quelqu'un qui a occupé les plus hautes fonctions de l'État et qui le dit en lien avec notamment les réformes, pourquoi pas la réforme agraire qui prévaut aujourd'hui dans le pays. Quelle est votre lecture par rapport déjà au processus, je dirais, de développement de l'ANC? Est-ce qu'aujourd'hui, l'ANC est réellement en train de s'aborder les fondamentaux ou peut-être le combat pour lequel il est venu? Vous savez, si je prends deux exemples, la colonisation anglophone et la colonisation francophone, ce n'est pas la même chose. Francophone, c'est une pleine assimilation. Il faut juste que vous serviez de pourvoyeur de matières premières et de consommateur de produits manufacturés, alors que la colonisation britannique, notamment, estime qu'il faudrait installer les machines pour produire les choses sur place, même si ça va être convoyé de l'autre côté. C'est pour dire quoi? Par rapport à l'Afrique du Sud, c'est une spécificité, parce que vous avez un pays qui a été martyrisé, une race sur sa terre a été martyrisée, exclue presque. Et tout ce qui est bien était pour les Occidentaux qui sont dans le pays. Et le peuple même a été comme en esclavage dans son propre pays. Donc après cela, quand l'évolution de l'histoire a permis à ce que les Noirs prennent le devant des choses, c'est naturel qu'ils veuillent reprendre leur terre. Et donc maintenant, il faut voir dans quelle proportion tout cela peut se faire. Mais je trouve que très souvent, c'est nous qu'on accuse. Parce que de l'autre côté, quand les Occidentaux veulent défendre leurs intérêts, les droits de l'homme, c'est après. Quand les intérêts des Occidentaux sont en jeu, les droits de l'homme, c'est après. Pour même attaquer un pays parce qu'on estime que les intérêts sont en jeu, on ne regarde pas les droits de l'homme, on ne regarde même pas les Nations Unies. L'Irak est là, la Libye est là, on peut démultiplier les exemples. Donc, c'est pour dire qu'on ne peut pas accuser l'ANC d'être un parti de noirs, parce que c'est des gens qui ont été martyrisés, psychologiquement, ils ont été très touchés. Donc, ce n'est que progressivement que les choses peuvent changer, encore que jusqu'à aujourd'hui, on a encore dans bon nombre de domaines, une certaine suprématie des Blancs. Et vous voyez, la bonne majorité des Noirs, on a été obligé même de faire une discrimination positive pour qu'il y ait une certaine, quand même, un certain nombre de Noirs qui arrive qui puisse émerger. Donc, on ne peut pas gérer l'Afrique du Sud comme les autres pays. On ne peut pas parler de chasse à l'homme parce que il y a cette discrimination positive. Ce n'est que justice. Maintenant, c'est au pouvoir de savoir comment faire en sorte que cela ne pénalise pas trop les autres, même si les Occidentaux, quand il s'agit de... ils ne regardent rien de tout cela. Lamine Cissé, le cas zimbabwéen est un cas limitrophe. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, on doit continuer ou abandonner la réforme agraire? Non, on doit s'inspirer des erreurs du Zimbabwe pour faire l'Afrique du Sud. Même le Zimbabwe, le président actuel est en train de prendre les dispositions dans ce sens-là pour réparer. Vous savez, ça n'a pas de sens de dire que l'ANC est un parti africain. Ça n'a aucun sens. Si Thabo Mbeki l'a dit, c'est qu'il est descendu un peu d'un pied de son patriotisme et de son engagement africain. Parce que l'ANC est composé de noirs comme de blancs. Depuis l'apartheid, il y a des blancs qui se battaient aux côtés de Nelson Mandela, qui se battaient contre le système. Vous savez, le problème du système, ce n'est pas le problème de couleur. Dans le monde entier, c'est que je suis en train de dire ça là. Il y a les Français, les Anglais, etc., qui sont en train de se battre aux côtés des Africains pour libérer l'Afrique. Ce n'est pas un problème de noir et de blanc. C'est un problème de système. Parce que noir et blanc, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. C'est les couleurs qui diffèrent, mais nous sommes tous les mêmes. Alors, donc, voilà ce que je voudrais dire par là. Les pistes de solution, messieurs. Les pistes de solution pour l'ANC, il faut réparer l'injustice. Parce que cette injustice n'est pas réparée aujourd'hui. Ça peut créer une implosion sociale plus tard. Il est temps maintenant de le régler maintenant parce que c'est à chaud. Parce qu'on ne peut pas avoir une minorité de 5% de blancs ou bien 10% de blancs qui s'accaparent de plus de 80% des terres et qu'il y a 90% de noirs qui c'est pas possible. Cette injustice-là, il faut le réparer. Mais il faut le réparer dans l'art de le réparer dans la justice. Et même s'il faut dédommager les gens
les Blancs pour permettre aux autres de... C'est très bien. Mais il faut former les Noirs aussi à gérer les domaines agricoles. C'est très important. C'est extrêmement important. Comme le Zimbabwe a fait, lui, il est allé vite en besogne, sans former les Noirs, sans pour qu'il y ait une expertise. Les autres sont partis et tout est tombé. Il ne faut pas aller dans cette... Parce que ce soit Noirs ou Blancs, sont tous des Zimbabwéens. Que ce soit Noirs ou Blancs en Afrique du Sud, ils sont tous des Sud-Africains de l'Afrique. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Maintenant, je crois que peut-être c'est revenir un peu derrière là, c'était de la provocation en parlant du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et bien, le cas, je voudrais parler de la Guinée équatoriale. Théodorine Nguema Mangué a été pris récemment au Brésil avec quelques 16 millions de dollars de liquide et de bijoux, de montres incrustés de diamants. Est-ce que l'homme est aujourd'hui vice-président de Guinée équatoriale? Il va probablement ou forcément finir sur le plus haut fauteuil de l'État. Est-ce que c'est un modèle qu'on peut comprendre? Est-ce que c'est une façon de se comporter ou une façon de vivre qu'on peut comprendre quand on est un dirigeant politique? Je pense qu'au niveau de la vertu et de l'éthique, ça ne va pas, ça ne devrait pas se passer comme cela. En revanche, de quoi les autres se mêlent en arrachant ce qui ne leur appartient pas. Parce que de la même manière que je suis contre la prévarication, de la même manière que je suis contre la prévarication de nos ressources, la paupérisation du peuple, je sais très bien que le nombre de millions de dollars dont vous parlez, cela va tous les jours en Occident de l'Afrique. Et ça, personne ne peut contrôler. Puis c'est eux qui sont jugés partis. Donc, je suis complètement d'accord que le premier vice-président équato-guinéen ne devrait pas le faire de cette manière et que même s'ils veulent investir, encore que la Guinée équatoriale, beaucoup de choses se font aujourd'hui pour développer ce pays et également beaucoup de partenariats sud-sud et ça c'est une bonne chose. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il amène l'argent de son pays en Occident. S'il amène dans un pays africain, je pense qu'il n'aurait pas eu ce problème. Au Brésil, mais ceux qui font, oui, au Brésil, ceux qui font les juges généralement, on sait très bien comment ils nous appauvrissent. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais je pense que à défaut d'avoir des dirigeants qui nous gouvernent tels que nous le désirons à la base, si au même moment, comme en son temps, quelqu'un pouvait le dire dans un pays que je ne veux pas le citer, je ne veux pas citer, si même il arrivait en tant que cadre que vous détournez, allez au moins construire quelque chose dans votre village. Cela permet de propulser le développement de votre village. Ce n'est pas ça qui est la norme, mais c'est pour dire que si on ne peut pas avoir un système qui permette à ce que le peuple soit propulsé vers le haut, si les dirigeants peuvent quand même mettre en place un dispositif pour alléger la peine des populations, ce serait bien. Pour finir, je dirais juste que de toutes les manières, l'Afrique ira au développement. Ce qu'il faut, c'est justement que nous puissions renforcer nos ensembles sous-régionaux, renforcer l'Union africaine et que nous diversifions nos partenariats, surtout avec des pays qui n'ont pas un passé colonial, afin que nous propulsions notre développement. Et quand vous parlez de propulser le développement, il faut également sécuriser le développement, donc que ce soit au niveau de la sécurité, que nous ayons une possibilité de défense et de sécurité forte avec des pays qui ont quand même émergé aujourd'hui. Et donc, ce n'est que dans ces conditions que l'Afrique ira loin. Sinon, cette démocratie qui ne nourrit pas son peuple ne peut pas aller loin. Il faut revoir les choses et nous avons un modèle qui existe. Nous ne sommes pas sortis du néant. Je finis là où j'ai commencé. Quand même, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Voilà. Lamine Cissé? Bon, moi, je suis, pour ce qui concerne au bien là, oui. Je crois que c'est choquant quand même. Se promener comme ça tout le temps partout dans le monde avec c'est pas bien, ça ne donne pas une très bonne image de l'Afrique. Je l'avais défendu quand les Blancs ont arrêté, la France on a arrêté, j'ai dit ils n'ont qu'à aller
nous faire le bilan de leur pillage économique. Mais là, il est en train de nous mettre au pied du mur, parce que quand j'ai attendu, j'étais un peu choqué. Hein? Faire la vie, tout ça là, il paraît qu'il a l'habitude d'aller là-bas pour faire les... Tout à fait. Bon, ça, on le met avec la fortune, l'opulence à ce niveau-là. Jusqu'à 15 millions de dollars uniquement pour les montres. C'est choquant, c'est choquant. Maintenant, ce que je souhaiterais... pour l'Afrique, les solutions, il est allé vers les solutions, c'est que nous avons le peuple africain qui est la solution. Le peuple est en éveil, il y a des facteurs endogènes, il y a les BRICS, il y a le monde qui est en évolution. Tout le monde sait que c'est l'Afrique qui va imprimer sa marque pour le monde de demain. Voilà, votre avis, il est clair, il est connu. Vous êtes Lamine Cissé, vous êtes écrivain, expert en communication politique. Face à vous, Élisée Ribera Beladjovi, journaliste internationaliste, écrivain également. Messieurs, merci d'avoir été là. C'est un terme extrêmement vaste. Hein. On aurait pu y consacrer encore au moins le temps imparti à cette émission. On va sans doute revenir une prochaine fois, pourquoi pas, pour en parler. Merci d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien.